La santé, elle est au cœur de nos préoccupations et c'est normal, c'est notre capital le plus précieux. Comment l'entretenir, le faire fructifier? En un mot, comment augmenter notre espérance de vie en bonne santé? La réponse dépend en grande partie de nous, de nos habitudes de vie. L'activité physique, l'alimentation, le sommeil, le bien-être mental, tous ces gestes du quotidien sont déterminants pour notre avenir. Encore faut-il les connaître et les appliquer sans contrainte excessive. C'est pour cela que la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention, a fait appel aux meilleurs experts. Avec la série de podcasts En avant la santé, il vous donne rendez-vous avec un objectif, comprendre pour agir. Je m'appelle Luc Masset, je suis psychiatre et médecin du sommeil et j'exerce à l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière à Paris. Dans ces 5 podcasts dédiés au sommeil, je vais commencer par définir ce qu'est le sommeil, ce qui se passe lorsque nous y plongeons. J'aborderai ensuite les conditions d'un bon sommeil en comprenant comment il est régulé. Ensuite, je reviendrai sur les questions qui me sont le plus fréquemment posées lorsque j'évoque mon activité professionnelle auprès de mes proches et des personnes que je rencontre. J'essaierai ainsi de tordre le cou à certaines fausses croyances susceptibles d'engendrer anxiété et culpabilité. Je vais alors me pencher sur les pathologies du sommeil, comment les dépister et parfois les démystifier. Enfin, j'irai à la rencontre du champ qui m'intéresse tout particulièrement et qui demeure le plus grand mystère de nos nuits, le rêve. Dans mon parcours professionnel, je me suis tout d'abord formé à la psychiatrie, et c'est auprès des patients que l'importance du sommeil s'est révélée progressivement comme une évidence. Rares sont les personnes en souffrance psychique qui se montrent en paix avec leur sommeil. C'était pour mieux comprendre ce mystérieux domaine et leur venir en aide que je me suis donc spécialisé dans cette discipline. Mais le rôle central du sommeil dans notre bien-être dépasse les frontières de la santé mentale. Et nous allons le découvrir ensemble au cours de cette série de podcasts. Alors éteignons les lumières, fermons les yeux et laissons-nous aller à ce voyage vers ce continent inexploré. Mais au fait, de quoi parle-t-on ? Le sommeil peut être décrit comme une baisse de l'état de conscience qui sépare 2 périodes d'éveil. Il est caractérisé par une perte de la vigilance, une diminution du tonus musculaire et une conservation partielle de la perception sensorielle. La perte de conscience qui l'accompagne est fluctuante et dépend notamment du stade de sommeil dans lequel le dormeur se trouve. L'alternance veille-sommeil correspond à l'un des cycles fondamentaux chez les animaux. Alors commençons par une brève histoire du sommeil. L'évolution du sommeil, c'est un sujet fascinant qui témoigne de l'adaptation des espèces à leur environnement et à leurs besoins biologiques. N'oublions pas de rappeler que la plupart des formes de vie ont leur rythme biologique dicté par un phénomène physique tout particulier, la rotation de la Terre sur elle-même, à l'origine de l'alternance entre périodes d'illumination diurne et d'obscurité nocturne. Alors chez les premiers organismes, les périodes de repos étaient probablement associées à des fonctions basiques de récupération, de réparation. Et avec l'évolution de formes de vie plus complexes, le sommeil a évolué justement pour remplir une gamme plus large de fonctions physiologiques comportementales. Chez les mammifères et les oiseaux par exemple, le sommeil est devenu plus sophistiqué en se divisant en plusieurs stades distincts avec des caractéristiques spécifiques. Alors par exemple, de nombreux animaux ont adopté des cycles de sommeil en plusieurs morceaux au cours de la journée, ce qui va leur permettre de rester vigilants, réactifs face à des menaces environnementales. Et donc chaque espèce va développer son sommeil qui lui sera propre pour pouvoir réagir à son environnement. Et certaines espèces, comme les dauphins, les oiseaux migrateurs, sont même capables de dormir d'un seul hémisphère cérébral à la fois, ce qui leur permet de rester partiellement éveillés tout en naviguant dans l'environnement. Donc ces adaptations, elles témoignent de l'importance fondamentale du sommeil dans la survie et le bien-être des espèces animales à travers les âges. Et alors, qu'est-ce qu'il en est chez l'homme ? Alors il est dit que la durée moyenne de sommeil dans l'espèce humaine, elle se situe entre 7 et 8 heures de sommeil par 24 heures. Il existe une grande variabilité en fonction des pays et des époques, avec une réduction progressive de la durée de sommeil dans les sociétés occidentales. On aurait ainsi perdu en France près d'1 heure de sommeil sur les dernières 50 années du fait de l'accélération de nos rythmes de vie et de l'arrivée des nouvelles technologies. Mais pourtant, ces chiffres sont peut-être à relativiser. Les chasseurs-cueilleurs San de Namibie, par exemple, qui dorment souvent à la belle étoile avec aucune lumière électrique ni aucune série Netflix, dorment pour autant pas plus d'heures qu'un citadin occidental typique. Des recherches ont montré que les personnes qui vivent dans les sociétés non industrielles, donc qui se rapprochent le plus de l'environnement dans lequel notre espèce a évolué, dorment en moyenne moins de 7 heures par nuit. Cette durée de sommeil est quand même assez surprenante si on considère que nos plus proches parents animaux, les chimpanzés, dorment par exemple environ 9h30 sur 24 heures. Mais la question de savoir combien de temps nous dormons est bien sûr très différente de celle de savoir combien de temps nous aimerions dormir. L'organisation, la régulation et le rôle du sommeil sont restés un mystère pendant des siècles. Le développement de l'électroencéphalogramme au XXe siècle a révolutionné la compréhension du sommeil.
début du XXe siècle, des neurophysiologistes américains ont mis en évidence des phases successives dans une nuit de sommeil. Et c'est là une des découvertes majeures du XXe siècle. Le sommeil ne se résume pas à un seul état biologique, il est en fait constitué d'une alternance de différents types de sommeil, assurant chacun des fonctions particulières indispensables à notre bien-être et à notre récupération quotidienne. Ces différents types de sommeil sont le sommeil lent léger, lui-même subdivisé en deux types de sommeil, N1 et N2, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Ces différents types de sommeil sont le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. L'examen de référence pour analyser le sommeil s'appelle une polysomnographie, ça va combiner notamment un enregistrement de l'activité électrique cérébrale, de l'activité respiratoire, de l'oxygénation du sang et du tonus musculaire par exemple. Alors, lorsque nous nous endormons, une série de changements neurobiologiques va se dérouler dans notre cerveau et va marquer le passage de l'état d'éveil au stade N1 du sommeil. Ce stade N1 est caractérisé par un ralentissement progressif de l'activité cérébrale et par la survenue de mouvements oculaires lents. Mais bien que la vigilance diminue, certaines régions du cerveau vont continuer de relayer des informations sensorielles. Cela signifie que malgré la diminution de la conscience, on va rester partiellement réceptif aux stimuli externes. Alors le stade N1, normalement, dure seulement quelques dizaines de secondes et ensuite on passe vers un sommeil léger un petit peu plus stable. Mais laissez-moi m'attarder un petit peu sur cette fenêtre entre veille et sommeil, donc qui dure habituellement 1 minute, et pourtant elle est susceptible de développer notre créativité d'une façon très étonnante. Alors des chercheurs comme Thomas Edison, des peintres comme Salvador Dali, ont développé des techniques afin de bénéficier au mieux des bienfaits de cet état entre veille et sommeil. Alors leur technique, que vous pouvez essayer chez vous, ça consistait à se préparer à réaliser une sieste en tenant dans leurs mains un objet, une boule en métal ou une cuillère, et à laisser leurs bras pendre au-dessus d'un plateau en métal. Au moment de l'endormissement, le relâchement musculaire allait provoquer une chute de l'objet et le bruit de son impact allait les tirer de leur sommeil et leur donner un regard neuf sur le monde. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Pour vérifier le bien fondé de cette technique, une étude a été menée dans notre service des pathologies du sommeil de l'hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière. Nous avons demandé à des participants de résoudre des problèmes mathématiques où il fallait suivre 2 règles particulières pour arriver au résultat final. C'était assez fastidieux, et ce qu'on leur avait pas dit, c'est qu'en fait il existait une 3e règle, cachée, qui permettait d'accélérer considérablement la résolution des problèmes. Donc on a fait réaliser quelques dizaines de problèmes à ces participants, et ensuite on leur a proposé de faire une pause et d'essayer de dormir avant de reprendre l'exercice. Et on leur a donné un objet à tenir dans la main pour reproduire l'effet de la cuillère sur le plateau en métal. On analysait en même temps leur activité cérébrale pour voir s'ils allaient dormir et dans quel stade de sommeil ils allaient passer. Et tenez-vous bien, les personnes qui sont entrées dans le stade N1 et qui en sont sorties au bout de quelques dizaines de secondes ont trouvé la règle cachée permettant d'accélérer la résolution des problèmes mathématiques 3 fois plus souvent que ceux qui n'avaient pas dormi ou que ceux qui avaient dépassé le stade N1 pour aller vers un sommeil plus profond. Alors ça montre qu'en quelques secondes de sommeil, on peut avoir un boost impressionnant sur notre niveau de créativité. Alors malgré ce résultat fascinant, on a quand même besoin de continuer notre cheminement vers les autres stades de sommeil qui nous sont indispensables pour assurer notre santé. Après le stade N1, nous avançons vers la 2e partie du sommeil lent léger, appelée sans originalité stade N2, qui représente environ la moitié de nos nuits. Dans ce stade, l'activité cérébrale se stabilise et on va avoir des processus de mémorisation, de stabilisation du sommeil qui vont se mettre en place. Ensuite, il va y avoir le sommeil lent profond, qui constitue la phase la plus restauratrice du sommeil. Pendant cette période-là, le corps il entre dans un état de relaxation profonde, le cerveau il va générer des ondes lentes qui vont permettre de détoxifier le cerveau de toutes les toxines accumulées au cours de la journée. Et donc au cours de ce stade-là, du sommeil lent profond, la respiration elle va devenir plus lente, plus régulière, le rythme cardiaque ralentit, la tension musculaire diminue, et donc tout ça, ça va permettre de favoriser la récupération musculaire, de favoriser la croissance, de favoriser la restauration de beaucoup de fonctions, notamment des fonctions immunitaires. Et donc pour terminer cet harmonieux ballet des stades de sommeil, on a le sommeil paradoxal. Alors pourquoi paradoxal ? C'est parce qu'il va se caractériser d'une activité cérébrale intense, similaire à celle de l'éveil, mais accompagnée d'une paralysie musculaire quasi complète, à l'exception des muscles respiratoires et oculaires. Cette phase elle est d'ailleurs appelée REM sleep en anglais, pour Rapid Eye Movement Sleep, en raison du mouvement rapide et saccadé des yeux observés sous les paupières fermées. Et c'est lors du sommeil paradoxal que nous présentons le plus souvent ces rêves vifs, scénarisés, émotionnellement chargés. Les régions du cerveau impliquées dans le traitement des émotions sont activées pendant la phase de sommeil paradoxal. Ça suggère que le sommeil paradoxal pourrait donc jouer un rôle dans le traitement et la régulation des émotions, ainsi que dans la consolidation de la mémoire émotionnelle. La succession de ces différents stades de sommeil va constituer ce qu'on appelle un cycle de sommeil, qui est d'une durée variable en fonction des individus. En général, 90 minutes.
On va donc alterner au cours d'une nuit de sommeil environ 4 à 6 cycles de sommeil. Au début de la nuit, les phases de sommeil lent profond vont être plus longues, tandis que les phases de sommeil paradoxal plus courtes, et au fil de la nuit, ce rapport va s'inverser. Notre corps priorise donc dans un premier temps le sommeil lent profond, le plus récupérateur pour l'organisme, avant de laisser place aux autres stades du sommeil. Et c'est aussi important parce que même si on dort que 90 minutes, on sera passé par ces différents stades de sommeil qui ont tous leur importance pour notre récupération. On va pouvoir rajouter ces petits blocs de 90 minutes et passer par tous les différents stades encore et encore pour assurer une restauration la plus optimale possible. Alors juste un mot sur le développement du sommeil au premier âge de la vie. Chez les nouveau-nés, l'organisation du sommeil est différente de celle de l'enfant et de l'adulte parce que leur maturation cérébrale n'est pas encore achevée à la naissance. Donc les caractéristiques du sommeil lent, du sommeil paradoxal ne sont pas complètement acquises, mais elles vont s'installer au cours des premiers mois de la vie. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que chez les enfants, il va y avoir une quantité de sommeil beaucoup plus importante. On dit près de 16 heures pour les nouveau-nés, 10 heures en dessous de 10 ans. Et en fait, cette longue période de sommeil nécessaire pour les enfants, c'est parce que justement, il va y avoir toutes ces fonctions de croissance, de restauration, de maturation neuronale qui sont indispensables avant l'âge adulte. Alors maintenant que nous comprenons un peu mieux ce qui se passe lorsque nous dormons, vient une question fondamentale. Mais comment on se décide à quel moment je vais être réveillé et à quel moment je vais être en train de dormir ? Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode où nous répondrons à cette question. On va détailler précision le rôle de la pression de sommeil et le fonctionnement de notre horloge biologique dans ces rythmes veille-sommeil. Ce podcast vous a été proposé par la Fondation Pilège, acteur engagé dans la prévention et la médecine des modes de vie. Pour être informé des prochains épisodes, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.